Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire Savoir repérer, accompagner les aides à domicile en situation d'illettrisme qui vous est proposé aujourd'hui par Uniformation, l'ACMS et l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Voilà, donc on est ravis de vous retrouver. Je voulais juste en introduction vous présenter le plan de l'intervention. Changer, s'il vous plaît. Voilà, donc d'abord, nous allons commencer par définir les enjeux et la définition de l'illettrisme en France, et particulièrement avec un focus francilien. Ensuite, nous allons aborder la question de la prévention et de la santé au travail grâce à toute l'équipe de la CMS qui est présente aujourd'hui. Et enfin, l'accompagnement et les financements proposés par Uniformation avec Cécile qui nous a fait l'ouverture tout à l'heure. D'abord, pour vous mettre un petit peu dans le bain, je voulais vous proposer de vous mettre dans la situation d'une personne en difficulté avec la lecture. Est-ce qu'on a un volontaire qui pourrait lire cette petite phrase? C'est facile, hein? Je vais le faire. Vous n'êtes pas encore réveillé, vous êtes trop timide ce matin. Alors, c'est mettez-vous dans la peau d'une personne qui a tous les jours des difficultés de lecture. Là, ça ressemble un petit peu à ça quand on est en difficulté avec la lecture et l'écriture. Et nous avons donc ensuite sur la slide suivante, une petite vidéo pour vous mettre aussi dans la peau d'une personne en situation d'illettrisme au quotidien. Chaque démarche administrative est pour lui une épreuve. Il y a des trucs que je comprends pas trop, quoi. Nom, prénom, machin et tout, mais après, il y a des trucs... diminution. Ouais, c'est une diminution, je crois, je sais plus. Logement du... À 37 ans, Thierry ne sait quasiment ni lire, ni écrire. Domicile, c'est 31. Code postal 87 800. Perdu, à la place du numéro de portable, il a inscrit son code postal. Il peine sur tous les mots, même sur le nom de sa rue. Thierry est une personne illettrée. Il est pourtant allé à l'école jusqu'en CM2, orienté ensuite dans une filière professionnelle. À 16 ans, il est devenu peintre en bâtiment. Il a cessé de lire et écrire, et au fil du temps, il a tout oublié. Pour s'en sortir, il a développé sa mémoire visuelle. Il photographie tout mentalement. Ça lui a même permis de décrocher son code. C'est simple, le jour de l'examen, il n'y a personne qui parle et c'est la machine qui parle. Après, vous avez juste à cocher A, B, D ou C. J'ai travaillé ma mémoire. Tu regardes les diapos, tu mémorises les diapos, tu mémorises les panneaux, tu mémorises tout. Et tu travailles, quoi. C'est un boulot, quoi. C'est vrai, quoi. Et j'ai fait. Dans cette classe de 6e, la prof de français demande aujourd'hui aux élèves de lire un extrait de l'Avare de Molière. Il y a les bons lecteurs, mais sur les 29 enfants, 5 ont de grandes difficultés. Comme Daniela, 12 ans, qui redouble. Justice, Juste au ciel. juste au ciel, n'est-il pas là? N'est-il point ici? Rends-moi mon argent, coquin. Elle a beaucoup de mal à déchiffrer le texte, mais aussi à écrire. Mais Daniela a la chance d'être dans une région où des gens se battent contre l'illettrisme. Une fois par semaine, elle se rend dans l'association Mots et Merveilles. Bonjour. Ça va, Daniela? Où cette retraitée bénévole reprend avec elle ses cours de français. Ces cours lui permettent de reprendre confiance. Un appui qu'elle n'avait pas en famille. Car sa mère elle-même vient prendre des leçons ici pour sortir de l'illettrisme. De ne pas pouvoir lui expliquer quelque chose en français, en maths, tout ça, ça fait mal. C'est humiliant, c'est blessant. Puis on ne sait pas lui répondre. Donc... Marie-Agnès est une mère célibataire. Lingère dans une maison de retraite,
Elle dispose de 1 000 € par mois pour élever Daniela, mais aussi sa fille aînée Camille, 14 ans. On est rentré. Depuis qu'elle suit des cours pour combler ses lacunes dans l'association, elle peut aider Daniela à faire ses devoirs. Ça fait 4 ans que je suis à Monts et Merveilles. J'ai les acquis. De temps en temps, j'oublie des petits trucs et tout. Comment on fait l'exercice, une fois qu'on en fait un, après, c'est parti tout seul. Puis, non, pouvoir les aider, moi, ça, c'est un plus. C'est une fierté. Dire, bah voilà, je suis pas une incapable. Enfin, je ne suis plus une incapable. Avant, je pouvais pas. Maintenant, si, je peux. Les progrès de la maman ont transformé le quotidien. Elle prend par exemple du plaisir à faire des recettes de cuisine qu'elle ne pouvait pas lire auparavant. C'était impossible avant. Impossible. On ne pouvait pas arriver comme ça et dire maman, moi j'aimerais bien qu'on fasse ce genre de truc ou autre. Il y a 200 grammes de crème fraîche, donc on va peser ça. N'ayant pas eu les bases en maths, un verre de graduation, pour moi, faisait décoration. Maintenant, pourtant, c'est les tableaux, tout ça, on les apprend. Moi, je l'ai appris en CE1, mais j'ai pas retenu. Elle s'est épanouie. Je trouve qu'elle est beaucoup mieux maintenant qu'avant. C'est formidable. Moi, j'adore. Et je suis fière d'elle. Voilà, c'est pour vous mettre un petit peu dans la peau des personnes en situation d'illettrisme au quotidien. Ça pose effectivement des problèmes dans la vie professionnelle, mais au-delà aussi dans la vie personnelle, notamment quand il s'agit de suivre la scolarité des enfants ou de faire des démarches administratives, comme on va en parler tout de suite après. Donc, pour partir sur les définitions, quand on parle d'illettrisme, de quoi parle-t-on? Donc, on fait bien la distinction en fait entre une personne qui a été scolarisée en France ou en français, mais qui n'a pas acquis une maîtrise suffisante des compétences de base, donc lire, écrire, compter et maîtriser le numérique, de telle sorte qu'elle n'est pas autonome dans les situations courantes de la vie quotidienne. Comme on le voit sur le petit schéma en dessous, on distingue en fait cette difficulté, ce handicap invisible de l'analphabétisme. Voilà, qui désigne en fait des personnes qui n'ont pas ou peu été scolarisées. Pour faire le distinguo, puisqu'en fait, on a quand même beaucoup de publics mixés en Île-de-France. La différence entre un illettré et une personne en situation d'analphabétisme, on dit que c'est plus ou moins de 5 ans de scolarité obligatoire. Voilà. Et on distingue bien sûr l'illettrisme du français langue étrangère, qui est un besoin spécifique des personnes qui arrivent dans notre pays et qui n'ont pas appris la langue avant d'arriver sur notre territoire. Donc en réalité, les personnes en situation d'illettrisme parlent très bien le français, donc elles sont en capacité de donner le change, et pour autant, voilà, elles ne maîtrisent pas, elles ne sont pas en capacité de remplir des documents, par exemple. Alors, donc là, vous avez un petit arbre de décision qui vous permet... Non, on va reprendre celle d'avant. Un petit arbre de décision qui vous permet de trouver, de savoir à quel type de public vous avez affaire. Et ça permet aussi d'orienter les personnes vers la bonne action de formation ou vers le bon interlocuteur. Donc d'abord, première question à poser à une personne que vous rencontriez, est-ce qu'elle a été scolarisée? Donc si oui, on va lui poser une autre question. Sinon, effectivement, il s'agit d'une personne en situation d'analphabétisme. Donc là, il y a des formations spécifiques en alphabétisation. Si la personne a été scolarisée, deuxième question, est-ce que cette scolarisation a été réalisée en français? Oui ou non. Donc si la scolarité a été effectuée en français, on a affaire à un besoin soit d'une personne en situation d'illettrisme pour les degrés 1 et 2 d'illettrisme, donc vraiment très petit niveau, ou plutôt d'une remise à niveau pour les personnes qui ont quand même une certaine autonomie, mais pour lesquelles il faudrait plutôt enrichir l'expression écrite et le vocabulaire, par exemple. Alors là, j'ai mis 2 exemples, c'est pas fait exprès, non, c'est toujours sur la slide d'avant, de Aline et Anthony, qui sont des porte-parole de la lutte contre l'illettrisme en France et qui
qui sont d'ailleurs l'un et l'autre ont travaillé ou sont originaires d'Île-de-France. Donc aujourd'hui, ce matin a été publié sur le site Femmes Actuelles en lien avec l'édition Prisma un podcast justement sur la question de l'illettrisme et ce sont Aline et Anthony qui s'expriment dans ce podcast, qui expliquent quelle a été leur trajectoire. Donc Aline est une femme de 60 ans qui vient de sortir son deuxième livre, Mon combat contre l'illettrisme. Elle explique tout son parcours et qu'elle a appris à lire à 50 ans en réalité et du coup tout ce que ça a créé dans sa vie. Mais aujourd'hui, elle veut témoigner pour libérer la parole et permettre à ceux qui n'ont pas osé en parler, à leur entourage, à leur employeur, de ne pas hésiter à franchir la porte parce qu'elle, elle a été aidée par sa DRH à l'origine. Ensuite, Anthony, c'est un monsieur qui a 37 ans maintenant aujourd'hui. Lui, il a appris à lire, il avait 34 ans en réalité. Il a poussé la porte d'une structure parce qu'il, pareil, il en avait assez de ne pas réussir à réaliser ses démarches et notamment utiliser Internet. Donc, c'était très lourd pour lui. Et voilà, donc ça lui a redonné confiance en lui. Écoutez le podcast, vous allez voir que ces gens existent réellement et en plus, il est très poignant. On peut passer. Voilà, donc en France aujourd'hui, 7% de la population âgée de 18 à 65 ans est en situation d'illettrisme, soit 2 500 000 personnes. Ces chiffres, vous les retrouvez dans les atlas de l'illettrisme qui sont publiés par l'Agence nationale, en accès libre sur notre site internet. La troisième édition sortira en début d'année 2024, puisqu'on est en train de mener, en lien avec l'INSEE, une nouvelle enquête. Sachant quand même ces chiffres, ils sont assez anciens, ils datent de 2012. Donc, on a vraiment besoin de savoir où on en est. Ça représente quand même 300 000 personnes en Île-de-France. Donc, on est une des régions en termes de volume les plus touchées par l'illettrisme, même si ça représente, entre guillemets, que 5% de la population francilienne. Donc, il se cache en fait partout. On connaît tous des personnes en situation d'illettrisme dans notre immeuble, quand on prend le bus, au supermarché, on croise ces personnes-là. Alors, malgré quelques idées reçues, ils sont plutôt, il y a des personnes en situation d'illettrisme dans toutes les catégories d'âge, mais 50% ont plus de 45 ans. Et en fait, plus on s'éloigne de la scolarité obligatoire, et plus les compétences de base peuvent s'effriter si elles n'ont pas été utilisées. C'est un tabou, mais je vous le dis, on perd des compétences de base, donc on peut oublier la lecture et l'écriture. Voilà, et on a beaucoup plus de représentants de personnes en situation d'illettrisme dans les quartiers prioritaires et les zones rurales. Autre chose à savoir, c'est qu'il y a plus d'hommes qui sont en situation d'illettrisme que de femmes en France. Ils se cachent, ils ont des stratégies de contournement. Pour les femmes, c'est plutôt des difficultés liées à l'innumérisme. Ça, c'est c'est 60% des personnes qui sont en situation d'innumérisme qui ont des difficultés avec le calcul, qui sont des femmes. Voilà, autre question qui nous est souvent posée à l'agence, qu'est-ce que l'électronisme, puisque ça rentre dans nos missions? Donc, l'illettrisme numérique ou électronisme, c'est deux en fait synonymes. Ça désigne en fait une personne qui ne maîtrise pas suffisamment les outils numériques usuels pour accéder aux informations, pareil dans la vie de tous les jours. Donc, de fait, effectivement, les personnes qui n'ont pas accès à la lecture, l'écriture, le calcul de façon courante n'ont pas accès au numérique. C'est ce qu'on appelle la double peine ou le double illettrisme. Sachant qu'aujourd'hui, la maîtrise du numérique, c'est considéré comme la 4e compétence de base. Plus de 75% des emplois nécessitent l'usage du numérique et on va vraiment avec des taux qui s'accroissent avec le temps. Donc, c'est vraiment un frein de ne pas maîtriser tout ça. Oui. Alors, quelques signaux faibles et aussi des indications concernant les stratégies de contournement. Je pense qu'on va y revenir tout à l'heure avec les collègues de la CMS. Les signaux faibles, donc ça va être quelqu'un, par exemple, qui dit « j'ai oublié mes lunettes, j'écris mal, vous allez avoir du mal à me relire ». Ça, c'est classique. J'ai mal au bras, donc quelqu'un qui vient régulièrement avec un bandage ou à la tête. Donc voilà, je ne peux pas vous remplir le document. J'ai mal au bras, c'est des enseignants qui m'ont signalé un jour une dame
qui venaient systématiquement au rendez-vous à l'école avec un bandage tout au long de l'année, à plusieurs reprises. Et donc, l'enseignante, au bout d'un moment, s'est inquiétée, a dit à la maman, mais comment ça se fait, ça ne se guérit pas, votre blessure? Et la dame dit, écoutez, je peux vous parler sincèrement, en fait, c'est parce que je ne sais pas écrire. Donc, comme je ne veux pas qu'on me demande de remplir des documents, bah, je viens toujours aux réunions avec un bandage au bras. Voilà, donc est-ce que je peux vous ramener le document plus tard, sachant qu'il sera rempli par quelqu'un d'autre? J'ai jamais aimé l'école, ça sert à rien, je veux pas partir en formation. Donc les gens qui vont avoir plein de stratégies pour voilà, ne pas s'en sortir ou éviter voilà, ces situations qui peuvent les mettre en danger. Le numérique, c'est pas mon truc et je comprends rien de toute façon à ce qui est écrit, comme avec le petit dessin que vous avez là. Voilà, donc en quelques mots, la NLCI, qui sommes-nous, puisqu'on est là aussi pour vous accompagner, tous les acteurs de terrain. Alors en fait, on est une agence gouvernementale, un groupement d'intérêt public interministériel, dont le principal ministère est celui du travail, qui siège à notre Assemblée générale. On a une équipe nationale au siège sur des questions transversales, comme justement les compétences numériques, le monde du travail, la formation des formateurs, etc. Donc d'une douzaine de personnes. Et après, on est un chargé de mission dans chaque région. Pour ma part, voilà, je suis en Île-de-France. Nos trois principales missions, c'est mesurer l'illettrisme. Comme je le disais tout à l'heure, à propos des chiffres, on est en train de travailler avec l'INSEE sur une nouvelle enquête. Et on a aussi créé, avec une nouvelle enveloppe budgétaire dédiée par le ministère du Travail, un observatoire de l'illettrisme et de l'électronisme en France. Voilà, la personne en charge de cet observatoire est arrivée au début du mois à l'agence. On coordonne aussi l'action sur les territoires. Donc, si on rencontre des acteurs sur un territoire qui ne se connaissent pas, l'idée, c'est d'essayer de les mettre en réseau pour lutter ensemble contre l'illettrisme et trouver les solutions pour créer des parcours sans couture, que les personnes qui sont dans ces difficultés ne soient pas abandonnées au bord du chemin. Et on est là aussi pour outiller les acteurs, apporter en fait, des solutions simples et pragmatiques pour monter en compétence sur ces sujets. On peut aller sur les outils. Voilà. Donc, la NSTI, c'est tout ça, c'est tout plein d'outils. Enfin, il y en a encore d'autres. Mais aujourd'hui, on est notamment dans une action labellisée Journée nationale d'action contre l'illettrisme. Donc ça, ces journées-là, elles sont coordonnées chaque année par l'agence. On est à un peu plus de 1250 événements cette année en 2023. C'est la 10e édition. Voilà, ce qu'on peut souhaiter, c'est de plus en plus d'acteurs impliqués et de moins en moins d'illettrisme en France, sachant que ces journées permettent quand même d'alerter l'opinion publique et du coup d'investir de nouveaux acteurs à chaque fois, voilà, qui sachent qu'il y a des solutions sur les territoires. D'autres outils qui peuvent vous être très utiles dans vos métiers, on a EVA, qui est un outil numérique de positionnement des compétences, qui permet en quelques tests, alors les deux tests compétences transversales et compétences de base, ça dure 1 heure à peu près à passer sur la plateforme EVA qui est en accès libre et qui est gratuite. Il y a j'allais dire des formations, mais plutôt des webinaires de prise en main. Il y en a 2 à 3 par mois auxquels on peut accéder sur le site EVA. Donc, n'hésitez pas, ça permet d'aider à accompagner mieux les personnes en connaissant vraiment leur niveau. Evagile, qui est un outil aussi très simple avec quelques questions qui permet d'évaluer le risque d'illettrisme dans une organisation, que ce soit une entreprise, quelle que soit sa taille et son domaine d'activité, ou une organisation publique. Duplex, alors ça, c'est on va dire, une façon de travailler, une méthode qui permet d'associer le numérique dans les apprentissages dès le départ. Le numéro vert, qui est très important aussi, que vous pouvez utiliser à tout moment, le 0800 11 10 35, qui permet, où qu'on soit en France, d'être orienté vers le centre de ressources illettrisme le plus proche et de répondre aux besoins, soit de la personne en situation d'illettrisme elle-même ou quelqu'un qui l'accompagne et qui voudrait trouver une solution au plus près de chez elle. Et enfin, la coopérative des solutions, qui est une méthode d'intelligence collective qui permet en fait de mettre autour de la table des acteurs d'un même territoire
pour construire ensemble une solution voilà, qui va être utilisée ensuite par les co-concepteurs. C'est financé par le Fonds social européen. Donc, en fait, c'est facile à mettre en place et c'est rapide. En 3-4 ateliers, on crée des outils formidables comme des groupes WhatsApp entre professionnels, des campagnes de communication. Enfin, il y a plein d'outils. Voilà, j'en dirai pas plus que chaque outil dépend aussi des personnes qui nous sollicitent pour mettre en place une coopérative des solutions. Mais voilà, si ça vous intéresse, je suis à votre disposition aussi pour ça. Voilà, merci pour la partie Agnès Sini, j'en ai fini. Je répondrai avec joie à vos questions tout à l'heure. On va laisser la main à la CMS. Merci. Bonjour à tous, merci d'être là. Alors, avant toute chose, je tenais à vous dire que le support vous sera envoyé parce qu'il va y avoir des diapositives qui seront peut-être un peu denses. Donc, n'essayez pas de tout lire. Soyez plutôt attentifs à ce qu'on dit et de toute façon, vous aurez la possibilité de tout reprendre lorsque vous aurez le support en main. Alors, nous sommes deux assistantes sociales de l'ACMS, qui est un service de prévention en santé au travail interentreprise. Il y a Catherine Chapan à côté de moi qui est assistante sociale sur le secteur ACMS de Longjumeau et moi-même, Lucie Guéraud, qui suis assistante sociale sur le secteur ACMS de Massy. Alors, l'ACMS, donc c'est un service de santé au travail qui suit environ 80 000 lieux de travail en Île-de-France, ce qui représente à peu près 1 million de salariés. Alors, vous ne faites pas tous partie de l'ACMS, mais tous les services de santé au travail fonctionnent de la même manière. On a une mission principale régie par le Code du travail qui est d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Et on a une mission collective qui est de faire des actions en milieu de travail, donc d'aller à la rencontre des employeurs, des entreprises et de leurs salariés. Et on a une mission plus individuelle qui est bien évidemment, par le biais des visites médicales, de rester attentif à la santé des salariés, des travailleurs. Alors, plus particulièrement sur nos missions en tant que service social du travail, le service social du travail ACMS est propre à notre service. Mais si vous ne faites pas partie de la CMS, vous avez également la possibilité d'avoir recours au service social. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre service de santé au travail. Donc, notre mission, elle consiste à conseiller et accompagner les employeurs et les salariés sur différentes thématiques telles que le droit au travail, le handicap, la formation, également la gestion de fin de carrière. Tout ça dans le but de prévenir ce qu'on appelle la désinsertion professionnelle. Donc, nous, en tant qu'assistante sociale, on est soumise au secret professionnel. Donc, bien évidemment, ce qui s'est dit soit avec l'employeur, soit avec le salarié reste confidentiel. Et on travaille également en collaboration avec toute une équipe pluridisciplinaire, dont le médecin du travail, pour pouvoir agir dans l'intérêt du salarié et pour rendre ses conditions de travail les meilleures possibles. Donc, au sein de ce service social que vient de vous présenter ma collègue, nous sommes 4 assistantes sociales à avoir créé un groupe dédié à l'illettrisme. Et nous allons vous présenter brièvement les actions que nous avons menées au fil des années. Donc, la première action, nous avons préparé au niveau du congrès de la médecine du travail de juin 2016, nous avons présenté un poster qui s'intitulait « Quel sens à la pénibilité, apport du service social de santé au travail ?» Et à partir de ce mot pénibilité, nous avons décliné la nécessité parfois de faire une formation et parfois, du coup, la nécessité d'assurer les compétences de base pour accéder à ces formations. Nous avons participé à quelques campagnes de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Donc, notamment en 2017 et 2018, nous avons fait participer certains de nos salariés pour lesquels nous les avons accompagnés dans des formations. D'ailleurs, nous vous présenterons un témoignage d'une salariée à la fin de notre présentation. Et en 2022, nous avons participé à la campagne qui s'intitulait Lutter contre l'illettrisme au travail, on est tous concernés. Et là, nous avons présenté un webinaire en direction
des employeurs de la CMS. Donc cette année, le thème de la campagne de la NCI est illettrisme, en parler pour avancer. Et dans le monde de l'entreprise, nous pouvons constater qu'en fait, il n'est jamais trop tard pour parler de l'illettrisme, que ce soit au niveau de l'embauche d'un salarié, ou que ce soit tout au long de la carrière du salarié, qu'il soit en activité ou en arrêt de travail, ou bien quand il arrive en fin de carrière. Et aborder ce thème peut être fait soit à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur. Alors, on va revenir sur quelques chiffres qui nous intéressent dans le cadre du travail. Donc, alors, le webinaire aujourd'hui est destiné aux entreprises, effectivement, de la branche des aides à domicile. Donc, à la CMS, nous, on suit 213 lieux de travail de cette branche, ce qui représente à peu près 6 410 salariés. Et donc, on s'est appuyé sur les enquêtes de l'INSEE de 2011 et l'enquête CSA Research de 2017. Alors, ces enquêtes peuvent paraître un peu anciennes, mais elles sont justement en cours d'actualisation, donc les nouveaux chiffres paraîtront bientôt. En tout état de cause, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en France, il y a effectivement 1,5 million de personnes en emploi qui sont en situation d'illettrisme, ce qui représente en Île-de-France un travailleur sur 10 qui rencontre des difficultés importantes avec l'écrit. Et concernant les entreprises, alors le CSA Research, c'est un institut de sondage en fait qui a enquêté sur la perception de l'illettrisme dans le monde du travail et ça a été réalisé auprès de 600 entreprises du privé et des administrations publiques. Donc, une entreprise sur deux, donc en fait, ça représente 300 entreprises, est concernée par l'illettrisme. Pour ce qui concerne le service d'aide à la personne, il y a 60% des entreprises qui sont concernées, donc peut-être effectivement aussi les vôtres. Et de manière plus large, dans le secteur de l'entretien et du nettoyage, 67% des entreprises sont concernées. Donc pour continuer sur les chiffres, nous nous sommes aussi appuyés sur une étude de Pascal Moulette. Pascal Moulette est maître de conférence à l'Université Lyon 2 et il a travaillé sur le coût de l'illettrisme, que représentait l'illettrisme pour une entreprise. Donc, il met en avant que le coût de l'illettrisme représente 2 à 5% de la masse salariale. Il a identifié 3 types de dysfonctionnements. Donc, un premier dysfonctionnement qui serait le défaut de qualité. Donc, si on l'applique dans le domaine de l'aide à domicile, on peut dire par exemple qu'une personne, une aide à domicile qui va devoir aller faire les courses pour une personne âgée, si elle a des difficultés pour contrôler les prix ou pour rendre la monnaie, ça peut être qualifié comme un défaut de qualité. Le deuxième type de dysfonctionnement est le glissement de fonction de l'encadrement. Donc, la prise en charge par un responsable d'une activité qui aurait été mal effectuée par son subordonné. Et le troisième type de dysfonctionnement serait la perte de productivité. Donc, on parle de productivité surtout dans le secteur de l'industrie, mais si on décline cette notion dans le domaine de l'aide à domicile, on peut parler plutôt de perte de temps ou perte d'efficacité. Donc, on voit bien que l'illettrisme est devenu un facteur de risque professionnel puisqu'il y a un réel impact sur la réalisation du travail et sur la sécurité individuelle et collective. Donc, puisque notamment pour 57% des employeurs, toujours en lien avec l'enquête CSA Research qu'on évoquait tout à l'heure, la difficulté de compréhension écrite constitue un risque pour la santé physique du salarié. Très concrètement, dans le cadre donc de l'exercice de la fonction d'aide à domicile. Par exemple, si les transmissions des informations via le cahier de liaison ne sont pas comprises, par exemple que la collègue a indiqué que la personne aidée n'avait pas mangé le midi et que la collègue qui passe le soir, par exemple, n'arrive pas à déchiffrer ça, on constate que ça peut avoir un risque pour la santé de la personne aidée qui, si elle ne se nourrit pas, voilà, peut avoir des difficultés par la suite. Et il y a également un impact à 69% pour la santé psychologique, puisque effectivement, être exposé tout le temps à ses propres limites, ça peut entraîner donc un risque pour la santé psychologique du salarié, notamment l'épuisement, la démotivation, la crainte du jugement de l'autre.
Et donc, il faut également savoir que la moitié des entreprises interrogées pensent que la compréhension des consignes écrites ou orales pose des difficultés dans l'entreprise. Donc, au niveau des risques dans les entreprises, nous avons, nous, une équipe pluridisciplinaire qui va à la rencontre des employeurs et qui évoque ces notions de risque dans les entreprises qui s'intéresse à travers la fiche d'entreprise que vous avez là à l'écran, des risques spécifiques au domaine au domaine d'activité de l'entreprise. Donc, par exemple, si on donne un exemple d'un des risques que peut rencontrer, qui peut être indiqué sur la fiche d'entreprise des personnes, des aides à domicile, des entreprises d'aide à domicile, on peut mettre on peut parler du risque chimique, par exemple, typiquement, l'étiquette sur un produit ménager qui n'est pas, que la personne n'arrive pas à lire et qui peut être, source parfois de danger. Ou bien alors, la difficulté pour lire une notice d'utilisation d'un appareil électroménager, par exemple. Donc, l'activité du service social du travail de la CMS permet d'observer que le métier de l'aide à domicile fait partie des professions physiques qui, à terme, peuvent générer une usure professionnelle, qui peuvent rendre donc nécessaire un aménagement de poste ou une reconversion professionnelle. Et qui dit reconversion professionnelle dit effectivement avoir la maîtrise des compétences de base qui sont donc la lecture, l'écriture, le calcul et également le numérique. Et donc, à la CMS, le repérage des personnes en situation d'illettrisme, il peut s'effectuer au cours des visites médicales, notamment celle de la mi-carrière ou de la visite de pré-reprise quand la personne est en arrêt de travail. Et l'entretien social peut également être un moment pour le salarié de parler de l'illettrisme dans un cadre neutre et confidentiel, puisque effectivement, on rappelle qu'on est soumise au secret professionnel. Alors là, nous allons essayer de vous présenter quelques petites pistes pour repérer ce problème d'illettrisme au sein de l'entreprise, sachant que le repérage est toujours une période un peu délicate, puisque l'illettrisme est encore est un sujet tabou pour les personnes concernées. Donc, au niveau collectif, Madame Colna l'a évoqué tout à l'heure, il y a un outil d'évaluation qui s'appelle Evagile, qui est un outil de diagnostic des risques liés à l'illettrisme en milieu professionnel. Une phase de repérage au niveau collectif peut également être à l'occasion d'un changement d'organisation, l'intégration de nouveaux outils. Par exemple, les entreprises, là, en ce moment, intègrent peu à peu des coffres-forts où on va mettre son bulletin de salaire. Donc là, au départ, ça peut être un problème d'accès au numérique, mais à travers justement parler numérique, on peut derrière essayer de parler et d'identifier d'autres problématiques. Le repérage peut se faire aussi également au niveau individuel. Par exemple, à l'occasion de vos entretiens professionnels ou de vos entretiens annuels, ça peut être l'occasion d'aborder cette thématique, ou bien lors de vos échanges avec les managers et les représentants du personnel. Ça peut être aussi une occasion. Et également, si un de vos collaborateurs vous fait part d'un projet d'évolution professionnelle ou qu'il rencontre des difficultés sur son maintien à l'emploi, c'est aussi l'occasion d'aborder ce thème. Alors, à la suite de ce repérage, on peut également vous proposer des moyens d'action, donc tant sur le plan collectif que sur le plan individuel. Alors, sur le plan collectif, ce serait d'intégrer en fait le développement des compétences de base dans le plan de développement des compétences, voire même également les entretiens annuels, mais peut-être d'ailleurs que vous avez des choses spécifiquement mises en place sur vos entreprises. Ce serait également de sensibiliser la ligne managériale et les instances représentatives du personnel, également les salariés, peut-être notamment dans le cadre de la qualité de vie et des conditions de travail. Et vous pouvez aussi demander l'accompagnement de votre opérateur de compétences ou d'un centre de formation. Alors, aujourd'hui, on a la chance donc d'être en présence d'Uniformation qui est à l'origine de ce webinaire. Mais alors, on avait ouvert aussi le webinaire aux entreprises également nettoyage qui ne sont pas forcément tributaires d'Uniformation, mais vous pouvez renseigner auprès de vos opérateurs de compétences. Et sur le plan individuel, donc, ce serait d'informer et orienter le salarié donc, selon les moyens de l'entreprise, voir s'il y a des besoins en formation, l'aider à créer le compte CPF. Et bien évidemment, si vous vous sentez démuni ou si vous pensez avoir
fait le maximum, vous pouvez aussi orienter vers le service social ACMS ou service social en tout cas de votre service de santé au travail pour pouvoir réfléchir aux dispositifs les plus adaptés au projet professionnel de votre salarié. Alors, on va terminer par le témoignage qu'évoquait Catherine Chapan tout à l'heure. Alors, on va le voir d'abord d'un point de vue de Catherine et ensuite, vous pourrez le lire tranquillement lorsque vous recevrez le support. Donc Catherine, est-ce que tu peux nous présenter brièvement la salariée et le contexte dans lequel tu l'as rencontrée? Donc j'ai rencontré une salariée qui m'avait été orientée par le médecin du travail, qui l'avait lui-même rencontrée lors d'une visite de pré-reprise. Cette salariée était en arrêt de travail et le médecin du travail a détecté un problème de santé qui risquait de remettre en cause à court ou à moyen terme l'exercice de son métier. Donc il me l'a orientée dans le but d'aborder un petit peu son avenir professionnel. Et est-ce que tu peux nous indiquer les démarches effectuées du coup avec cette salariée? Alors, nous avons abordé effectivement son avenir professionnel où elle-même disait qu'elle était d'accord pour dire qu'à moyen terme, elle devrait peut-être penser à faire un autre métier. S'est posé la question tout de suite de la formation d'un autre métier et à travers cette formation, le fait que cette personne ne maîtrisait pas les compétences de base et donc la nécessité de commencer par ça. Donc je l'ai aidé à faire des démarches auprès du FONGECIF. C'était le FONGECIF à l'époque. Aujourd'hui, on parle de transition pro pour monter une demande d'accord pour une formation. Je l'ai aidé également à demander l'autorisation d'absence à son employeur et elle a pu rentrer en formation. C'était une formation de 35 heures par semaine et étendue sur 8 mois. Et voilà, qu'elle a réussi. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire si du coup cette expérience a été bénéfique pour elle? Oui, alors elle est revenue de cette formation très enthousiaste. Elle était extrêmement contente d'avoir pu faire cette formation. Elle dit que d'un point de vue personnel, elle a réussi à dépasser certains freins. Par exemple, c'est ses enfants qui lui écrivaient les chèques ou qui rédigeaient ses SMS. Et maintenant, elle arrive à le faire. Ses enfants, d'ailleurs, sont très fiers d'elle, pardon. Et d'un point de vue professionnel, elle dit qu'elle a retrouvé de la confiance en elle, que c'est plus facile pour elle, du coup, d'aborder certaines choses à son travail et que d'ailleurs ses collègues lui ont fait remarquer qu'elle avait beaucoup changé en termes de confiance. Et d'ailleurs, elle essaye de sensibiliser ses collègues et de les encourager à faire le même chemin, en fait. D'accord. Voilà, donc comme je vous le disais, vous retrouverez le témoignage complet de la salariée en question. Pour l'heure, notre intervention s'achève. Merci de votre attention et nous passons le relais à Madame Girard de l'OPRO Uniformation. Merci beaucoup à vous deux. Alors, je me présente, je suis Madame Cécile Girard, conseillère emploi-formation au sein d'Uniformation Délégation Île-de-France. L'OPCO Uniformation, c'est l'OPCO de la cohésion sociale, donc nous sommes un opérateur de compétences. Nous sommes là à la fois pour collecter les fonds de la formation en tant qu'entreprise adhérente, dont la moitié des personnes connectées adhèrent à ce jour, notamment sur la branche aide à domicile. Donc, on représente 23 branches professionnelles dans le domaine de la cohésion sociale. Et nos missions, nous avons diverses missions, notamment recruter vos futurs alternants, qui n'est pas du tout l'objet de la réunion aujourd'hui, mais c'est aussi pour vous indiquer nos différentes missions. On développe les compétences de vos salariés grâce au financement de formation via le plan de développement des compétences. Et on accompagne vos projets RH puisqu'on peut aussi vous accompagner en tant que structure sur un accompagnement RH, redéfinir vos fiches de poste, remettre en place une GPEC, changer de convention collective, plein de thématiques RH. Je fais aussi une aparté pour les structures qui ne sont pas adhérentes à Uniformation. Vous retrouverez la même chose auprès de votre opérateur de compétences. Chaque association, entreprise qui embauche au moins un salarié doit adhérer à un opérateur de compétences. Donc, vous pouvez vous adresser à votre opérateur de compétences pour les structures qui ne sont pas de la branche aide à domicile.
Mon intervention va se porter sur vous présenter comment Uniformation accompagne les entreprises grâce à une offre de services, notamment dans son sujet de l'illettrisme, bien évidemment, et reconnaître la maîtrise des compétences de base par la certification professionnelle. Nous allons évoquer notamment CLEA. Alors, l'offre de services Uniformation qui s'intitule « Les essentiels ». On a réalisé 5 fiches pratiques. Vous allez retrouver sur le support. On ne va pas les détailler dans le détail. Mais voilà, il y a 5 thématiques. La thématique 1, pardon, qui est comment agir aujourd'hui. La thématique 2, partager les enjeux. La thématique 3, identifier les fragilités. Enfin, la fiche, pardon. Fiche 4, agir en fonction des profils. Et la fiche 5, proposer des parcours. Donc, toutes ces fiches-là vous sont proposées. Et si vous le souhaitez, vous aurez les coordonnées à la fin de ce webinaire. Vous pourrez me demander de les recevoir et je me ferai un plaisir de vous les envoyer. La NLCI, du coup, je fais la promotion également d'un autre outil de la NLCI qui propose un parcours de formation gratuit en ligne. Vous avez le lien. Quand vous recevrez le support, vous pourrez cliquer dessus directement. C'est un parcours qui dure 1h30 avec 3 modules de 30 minutes chacun. C'est pour qui? C'est pour les DRH, les responsables de formation, les encadrants, les chefs d'entreprise. C'est un peu pour tout le monde. Ce module vous permet justement de vous former pour accompagner vos salariés en fait, qui ne maîtrisent pas les compétences de base. Donc, pour les compétences de base, ça va être tout ce qui est mathématiques, français, entre autres. On va parler de la certification CLEA. Pourquoi certifier la maîtrise de compétences de base? Ça a plusieurs avantages, à la fois pour les entreprises, employeurs, et à la fois pour les salariés. Pour les employeurs, ça vous permet d'avoir des repères reconnus sur la maîtrise des compétences de base, de motiver vos salariés qui sont peu qualifiés, sans diplôme, pour s'engager vers un parcours de formation afin d'obtenir une certification professionnelle qui ensuite sera reconnue sur leur CV, de garantir l'adaptabilité des salariés aux évolutions des postes de travail et leur montée en compétences. Et pour les salariés, ça leur permet vraiment de valoriser leurs acquis dans la maîtrise de compétences de base nécessaires à toutes les situations professionnelles, mais aussi personnelles au final, d'acquérir de nouvelles compétences, de reprendre confiance en eux et de faciliter leur parcours professionnel, d'accéder à des formations qualifiantes. Donc, il y a vraiment un réel intérêt à aller sur cette certification. Alors, la certification interprofessionnelle, c'est un référentiel. Alors, CLEA est composé de 7 domaines avec 28 sous-domaines. Alors, on ne les a pas cités, mais en tout cas, on vous a cité les 7 domaines. On a la communication en français, l'utilisation des règles de base de calcul, donc là, on est vraiment sur les mathématiques, l'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique, l'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail d'équipe, l'aptitude à travailler en autonomie et de réaliser un objectif, la capacité d'apprendre à apprendre tout au long de sa vie, et la maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d'hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires. Le CTM étant important pour la branche aide à domicile, puisque c'est un métier très physique, avec des techniques de gestes et postures à acquérir, afin justement d'éviter les usures professionnelles et notamment les troubles musculo-squelettiques, les TMS. Alors, uniformation. Alors, c'est vrai que là, on fait un focus uniformation, mais comme je vous le disais, c'est transversal à tous les OPCO. On finance des parcours complets CLEA via la CNSA. Là, pour le coup, c'est que uniformation, puisque la CNSA, c'est la Caisse nationale de solidarité autonome. Ce sont des fonds publics qui nous sont octroyés pour financer des parcours de formation pour les intervenants à domicile. Donc, il y a une prise en charge du coût pédagogique, plus des frais annexes et de rémunération pour des formations. Donc, en tant qu'entreprise, ça vous permet d'avoir un coût à zéro et de pouvoir envoyer vos salariés en formation. C'est donc des financements à la fois publics, mais avec des financements aussi de la branche professionnelle à laquelle vous adhérez en tant qu'adhérent Uniformation. Alors, je vous ai mis un lien vers Certif Pro, qui est la certification du coup interprofessionnelle qui permet de valoriser les compétences des salariés grâce à un diplôme, une certification. Donc, vous pourrez cliquer dessus et vous renseigner et ainsi
que en faire la promotion auprès des salariés. On fait un petit focus également sur le CLEA numérique, puisqu'on a parlé des CLEA sur le français, les maths, etc. Mais on a aussi du coup le numérique. On parle d'illettrisme, mais aussi d'électronisme. Donc le fait de digitaliser le travail, ça permet justement de recenser, de détecter certaines fractures numériques, notamment la branche aide à domicile, où là où à l'époque on gérait les plannings des intervenants par papier, sur papier, aujourd'hui on est plutôt sur des tablettes, sur des smartphones, et on se rend compte que les intervenants à domicile ont parfois du mal à gérer justement leur planning, puisque ils ne sont pas du tout à l'aise avec l'outil numérique. C'est pour ça qu'il y a un socle qui a été créé, qui s'appuie sur un référentiel autour de 4 domaines, qui permet d'identifier son environnement et utiliser des outils associés. Donc là, on peut parler de tablettes, de smartphones, d'acquérir et exploiter de l'information dans un environnement professionnel numérisé, interagir en mode collaboratif et appliquer les règles et bonnes pratiques de la sécurité numérique. C'est vrai que parfois, quand on crée même ne serait-ce qu'une adresse mail, même dans la vie, ça peut être transférable en vie personnelle, une personne qui est très éloignée sur l'utilisation d'Internet pourrait ne pas être avertie des dangers sur des mots de passe et l'utilisation d'Internet. Donc, c'est important aussi de former ces personnes sur les règles de sécurité numérique. Surtout qu'aujourd'hui, on fait face à pas mal de piratage. Donc, c'est un socle qui a été officialisé par un décret en 2018, et les partenaires sociaux l'ont déposé à l'inventaire de la CNCP, qui est la Commission nationale de la certification professionnelle. Donc, c'est une certification qui est reconnue. Alors, là, on va passer sur des critères de financement d'uniformation. Donc, je ne vais pas vraiment m'attarder dessus, puisqu'on est sur un webinaire, certes, focus sur l'aide à domicile, mais c'est aussi l'idée, c'était que tout le monde puisse s'y retrouver. Pour la branche aide à domicile, il y a un budget conventionnel qui est alloué et qui permet justement de financer des formations. Donc, financer des formations sur le plan de formation, sur des formations pour les intervenants à domicile, mais aussi sur des formations liées à l'illettrisme, pour pallier justement, pouvoir se professionnaliser. Alors, et comme tout à l'heure je l'indiquais, il y a une convention nationale qui est signée entre la CNSA et Uniformation qui permet d'avoir des fonds complémentaires. Et vous avez aussi, en tant qu'adhérent Uniformation, accès à des fonds, alors tout à l'heure conventionnels, mais aussi légal, puisque vous cotisez à la fois au minimum légal auprès de l'URSSAF via la DSN, mais vous cotisez aussi au conventionnel chez nous. Le légal permet aussi d'avoir accès à des formations qu'on appelle chez nous les essentiels illettrisme, français langue étrangère, FLE, remise à niveau, mathématiques. Voilà, toutes les thématiques qu'on a citées précédemment peuvent être aussi financées via ces fonds-là. Donc, autant vous dire qu'il y a quand même une offre assez large en termes de financement de formation pour faire partir vos salariés en formation et justement voilà, les faire évoluer. Alors, on vous a remis une petite boîte à outils qu'Uniformation a mis en place. Donc là, c'est plus pour les employeurs, pour vous guider. On vous a mis les critères de prise en charge 2023, un outil. Alors, quand on parle de départ en formation, il faut trouver un centre de formation. Pour qu'une formation soit financée, il faut obligatoirement que l'organisme de formation soit référencé Calliope. Donc, on vous a mis le petit lien qui permet de rechercher justement et de vérifier que le centre de formation est bien référencé Calliope. On vous a aussi mis un outil, on vous a conçu un outil pour recenser vos besoins en formation, donc qui s'appelle aujourd'hui le plan de développement des compétences, qui s'appelait avant plan de formation, mais aujourd'hui il s'appelle plan de développement des compétences, et ça permet de recenser vos besoins et de pouvoir optimiser les départs en formation en suivant bien les dépenses et les prises en charge. On a aussi un catalogue de formations gratuites en plus. On vous a mis un lien qui permet de retrouver toute l'offre de formation réservée aux moins de 50 salariés. Et on vous a aussi mis un petit outil qu'on vient de créer il y a peut-être un an maintenant, qui permet de vous
produire des offres d'emploi. Alors, c'est du bonus, hein. Si, par exemple, vous avez des difficultés à recenser les missions dans une offre d'emploi, en fait, vous rentrez tous vos paramètres et à la fin, ça vous génère une fiche d'emploi. Ça vous évite, en fait, de la faire vous-même. Voilà, c'est vraiment une petite boîte à outils bonus que je vous ai mis à la fin. On vous remercie de votre attention. Le webinaire s'achève ici. On vous laisse la parole. Vous avez à peu près 10 minutes en temps de questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions? Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, ouvrez votre micro et n'hésitez pas à prendre la parole. Je crois, Cécile, qu'on a été super clair. Et visiblement, c'est très clair. Et parfait. Vous allez recevoir à l'issue de ce webinaire, du coup, puisque j'ai votre adresse mail, le support. Et je crois qu'on peut clôturer le webinaire. Merci à tous les participants. Merci aux intervenantes. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.